Passion Auto Rétro est une présentation de Garantie Track, Hagerty et Spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de Batiscan qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on découvre un musée avec M. Anthony Thériault et sa collection privée. Restez là. Bonjour Anthony. Bonjour Éric. D'abord, merci de nous recevoir dans ton musée privé. Ça fait plaisir. Nous permettre d'avoir ta collection personnelle. Je pense que les gens à la maison vont apprécier, vont donner aussi des idées à des gens, des idées de projets, peut-être de se bâtir des petits environnements comme ça pour triper dans sa passion. Toi, Anthony, tu veux te spécialiser dans les voitures canadiennes. Ça ne doit pas être évident parce qu'il n'y a pas eu énormément de production de voitures canadiennes. Oui, exactement. Bien, dans le cas, c'est beaucoup plus sur l'histoire canadienne. Tu sais, disons un véhicule qui a été acheté neuf au Québec, principalement au Canada, mais qui peut être un véhicule américain, mais commandé neuf, puis qui a passé sa vie au Canada. Donc, c'est tes critères pour trouver tes voitures. Exactement, c'est ça. On va parler maintenant un peu de ta collection. On a beaucoup d'informations à aller chercher. On parlerait peut-être de la première voiture qu'on voit ici à l'extrême du musée. C'est une voiture électrique. Oui, exactement ça. Qui est une marque Roush & Lang 1917. Normalement, comme je disais, c'est 1916 en descendant, mais celle-ci était commandée neuve en 17 à Toronto. Puis c'est un modèle JX7 qu'ils disent, donc c'est un 5 passagers tu peux conduire à l'arrière et à l'avant, ce qui la rend très rare. Puis il y a bien des gens qui ne savaient pas qu'il y avait de la voiture électrique au début du siècle. On pense que les voitures électriques, c'est nouveau, les hybrides, alors qu'il y avait déjà des voitures électriques. Il y avait une compétition dans ce temps-là entre la vapeur, l'électricité et l'essence, je pense. Oui, exactement ça. On peut dire que le marché se partageait presque 33. Les chiffres ne sont pas exacts, mais oui, effectivement, il y avait une grosse clientèle pour l'électricité qui est une clientèle plus, on va dire, riche, puis essayait d'aller chercher le marché, dans le fond, des femmes élégantes, mais elle avait sa place, elle était très compétitive comme voiture. Tu me disais tantôt que les gens riches avaient la voiture électrique pour la femme et la voiture à pétrole ou à essence pour l'homme, parce que c'était plus facile à conduire, j'imagine? Oui, c'est ça. Bien, l'auto électrique, tu t'assois dedans, tu pars ta switch, puis tu es parti immédiatement, versus, dans le temps, les voitures au gaz ou à vapeur étaient beaucoup plus longues à partir. Au gaz, s'il faisait froid, tu pouvais craquer pendant... Ça peut arriver, tu crains 10 minutes avant, tu sais, s'il faut tailler au travail. Donc, oui, effectivement. Mais la clientèle cible était les femmes. Toutes les publicités sont adressées autour des femmes. OK. Puis, c'est vraiment ciblé. Oui, exactement ça. Ouais. Fait que dans une famille qui avait beaucoup de moyens, à ce moment-là, on prenait la voiture électrique, j'imagine, pour les courts trajets. Puis lorsqu'on prenait des grands trajets, on prenait la voiture à pétrole ou à essence. Oui, exactement ça. On peut le dire comme ça. Il y avait quand même 70 000 d'autonomie. Fait que dans le temps, les gens ne se promenaient pas énormément. Mais oui, c'est sûr que s'il fallait aller moindrement plus loin que ton patelin, effectivement, l'auto à essence était plus de mise. Tu me parles de 70 000 d'autonomie avec les batteries. Oui, exactement ça. On était au début du siècle. C'est quand même... beaucoup. C'est gigantesque quand tu te dis que les gens, il n'y avait pas vraiment, tu n'avais pas d'autoroute, tu n'avais rien, tu restais majoritairement dans ton village ou dans le village à côté. Donc, ton 70 000 d'autonomie suffisait amplement. Tu avais des voitures qui en avaient un petit peu moins, qui étaient plus petites, puis tu en avais qui en avaient jusqu'à, si je ne me trompe pas, c'est 85 000. Donc, c'était exceptionnel pour l'époque, là. Puis la raison pour laquelle que le pétrole a gagné, j'imagine, c'était l'autonomie, la facilité. On avait beaucoup plus d'autonomie, plus facile d'aller chercher de l'énergie plus rapidement. Oui, bien, en 1912, c'est là que tout a changé, autant pour l'auto électrique que l'auto à vapeur. C'est Cadillac qui a introduit le démarreur, donc un starter. C'est là qu'ils ont pris de l'avance sur toute la compétition, parce qu'avant, le côté négatif de l'essence, c'était de le partir. C'est ça l'épreuve. C'est ça. Les femmes se tenaient loin de ça parce que c'était une bonne job, mais là, le démarreur est arrivé, donc l'essence a vraiment pris pour les raisons que tu as dit, ainsi de suite, que c'était plus facile à démarrer. Et le démarreur est venu au monde également parce qu'un ingénieur de Cadillac à l'époque, un de ses amis,
s'était fait tuer avec un retour de manivelle. Et c'est la raison pour laquelle que Cadillac a développé le démarreur électrique. OK. Ouais, C'est bien à savoir. J'étais au courant que ça pouvait casser des poignets quand ton rotor n'était pas bien placé, mais j'ai pas de misère. Ça arrive pas mal. Un retour de manivelle sur la tente et il est décédé sur le coup. Tabarouette. OK. Alors, nous, on va prendre une petite pause, puis on va se diriger vers le reste de ta collection, puis on va voir chacune des voitures une par une. Parfait. Cette semaine, dans le volet de Mario Lacroix, on va parler des systèmes anti-vol. En fait, l'histoire des systèmes anti-vol. Bon, quand on parle d'antivol, c'est pas le système qu'on connaît aujourd'hui avec une télécommande, là, mais c'est un système qui a été inventé par Abraham Neyman en 1934. Alors, c'était un système qui barrait la colonne de steering, si on veut, et désactivait certains circuits électriques sur le véhicule. Le système fonctionnait quand même très bien. Et dès 1949, bien, Renault en a installé sur leur 4 CV les modèles de luxe au départ. Et par la suite, bien, il y a plusieurs autres compagnies comme Peugeot ou même Ford embarqué et tous les grands constructeurs. Aujourd'hui, il y a plus de 150 constructeurs qui utilisent le système d'Abraham Neyman. Wow. C'est peu dire. Dans les années 60, son industrie pouvait fabriquer jusqu'à 20 000 système par jour. C'était quand même assez énorme à l'époque. C'est beaucoup de volume, ça. Et oui, et M. Abraham Neyman est décédé le 7 juillet 1977, mais aura laissé quand même une invention qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui. Merci, Mario. Merci. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Bonjour André. Bonjour. Aujourd'hui, pour le conseil du pro, parlons de thermostat dans les voitures anciennes. Bien oui, le thermostat, comme le mot le dit, c'est un thermostat comme les thermostats de maison qui nous permettent de calculer ou de contrôler la température d'une pièce. Cette pièce-là va permettre de calculer ou de contrôler la température du moteur, mais de deux façons. C'est-à-dire, quand le moteur est froid, ça va permettre au moteur de se réchauffer plus rapidement. Et quand le moteur atteint une certaine température, on doit libérer la chaleur vers le radiateur qui, lui, s'occupera de le refroidir. Bien, c'est lui qui va ouvrir le passage. C'est ni plus ni moins qu'une valve qui rouvre et ferme le passage pour garder le moteur à sa température. Évidemment, quand le moteur vient très chaud pour toutes sortes de raisons, le trafic, ces choses-là, lui va rester complètement ouvert. Ça veut donc dire que malgré son apparence, il n'obstrue pas l'échappement de la chaleur vers le radiateur, même s'il est présent. Il est complètement ouvert. Une fois ouvert, évidemment, s'il y a quelque chose puis que le radiateur n'est pas en bon état, le moteur peut tomber en surchauffe, mais ce n'est pas la cause du thermostat. Le thermostat, si on l'enlève, on peut penser qu'il va nous aider pour éviter une surchauffe, mais il ne nous évitera pas une surchauffe, il va juste la retarder à plus tard parce que le liquide va passer tout droit, n'aura jamais le temps de se refroidir dans le radiateur. Donc, on n'aura plus aucune chance de se refroidir puisque notre source de refroidissement, elle n'est plus utile, elle est toujours chaude. Parfait. Merci beaucoup, André. Bienvenue. La question-réponse est une présentation d'Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. En quelle année le rétroviseur est-il devenu obligatoire sur tous les véhicules? C'est en 1921 que le rétroviseur devient un équipement obligatoire sur tous les véhicules. Le brevet avait cependant été déposé en 1906 par le Français Alfred Fauché. Anthony, on se déplace vers une première voiture. Celle-ci, c'est une voiture électrique du début du siècle. Oui, exactement. Oui. Quelle marque c'est? Roush England. C'est une voiture qui était fabriquée aux États-Unis, j'imagine? Oui. La clientèle cible, on en a parlé rapidement tantôt. On parlait que c'était les femmes. Oui. Également, les taxis, hein, ils s'intéressaient beaucoup à ce type de voiture-là. Oui, exactement. À cause de, j'imagine, la manière qu'elle est construite au niveau de l'habitacle. C'est un habitacle qui est très généreux aussi, puis très vitré. J'imagine que c'est pour ces raisons-là. La facilité d'opération aussi aidait beaucoup, dans le fond, aux voitures électriques. OK, nous, on va se déplacer devant la voiture, mais avant ça, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ça ici. Oui. C'est le chargeur qui permettait de charger la voiture électrique, la borne. Oui.
Oui, c'est le chargeur d'origine 1916 qui venait. Lui, c'était un 1916, la voiture, c'était un 1917, mais c'était celle-ci qui était avec le véhicule. Donc, dans ce temps-là, il y avait assez de bornes pour le nombre de véhicules électriques. On n'était pas comme aujourd'hui. Il ne manquait pas de bornes. Chaque personne possédait, dans le fond, chaque véhicule électrique avait sa propre borne à la maison. J'aimerais ça savoir comment ça se conduit, un véhicule électrique à l'époque. On va voir ça? Anthony, on voit tout de suite qu'il y a une curiosité. Il semble avoir 2 positions de conduite pour conduire le véhicule. Tu peux conduire en avant ou en arrière, c'est ça? Oui, exactement ça. L'habitacle, là, présentement, les bancs sont tournés vers nous, donc les 5 passagers se trouvaient à l'intérieur. Le volant est comme ça. OK. Puis tu pouvais tourner le banc qui est devant moi, littéralement, face à la rue. Puis tu as un autre dans le fond, conduite comme ça que tu peux tourner, donc tu peux... Donc, avant ou arrière. Au niveau des pédaliers, j'imagine qu'il y a une pédale pour donner du courant pour les moteurs? Tu as une pédale pour le frein, puis ici, Ah. dans le fond, du côté à ma main gauche, c'est un levier qu'on actionne pour ta vitesse. Ah, OK. Puis il n'y a pas une petite cloche aussi qui vient avec ça? Oui, exactement ça. On a une sonnette là, quand on arrivait là, pour aviser les chevaux de notre arrivée. Ça fait penser aux anciennes stations de service. Lorsqu'on voulait prendre du gaz, c'est la même sonnette. Oui. La même sonorité. On pouvait également avoir la vitesse du véhicule. Oui, exactement. On a notre speedomètre, dans le fond, au plancher. On a une petite horloge aussi pour nous dire notre heure. Puis, pot à fleurs, les femmes rentraient du côté droit, avaient leur sangle, dans le Oui, fond, avec pour la les courroie aider ici. à monter dans le véhicule. Puis on voit par la longueur de la courroie qu'on voulait viser un marché féminin. Oui, exactement. Effectivement. Nous, on va se déplacer puis on va aller voir une autre de tes voitures, si tu veux bien, parce qu'on a beaucoup à voir puis on a beaucoup de choses à apprendre. Parfait. Anthony, on se dirige vers une italienne américaine. Oui, On parle d'une Fiat oui, qui est d'origine italienne, fabriquée aux États-Unis. C'est bien ça? exactement. C'est une Fiat 1912 qu'on appelle l'Andolais. Donc, le conducteur était à l'avant, bien sûr, pas de toit, et les passagers avaient leur habitacle et pouvaient discuter avec leur conducteur via, dans le fond, ce petit cornet, ou, quand ils le désiraient, pouvaient baisser la vitre pour parler avec lui. Fait que le chauffeur, en guillemets, était pas de très bonnes conditions, mettons. C'était pas évident d'être chauffeur à l'époque. Exactement. Par contre, l'habitacle est très luxueux aussi à l'intérieur. On parle d'une petite trousse de maquillage pour les femmes. Du côté des femmes, on avait une trousse de maquillage, puis du côté des hommes, on avait un petit boîtier de cigarettes avec leur allume cigarette. Bon, le but de Fiat, c'était de compétitionner Rolls-Royce sur le marché américain avec leurs véhicules. Puis il y avait un problème de taxation. Hein? Je pense qu'ils ne voulaient pas importer ou exporter ces véhicules aux États-Unis parce que la taxe était très élevée. Hein? Oui, ça, bien, on parlait d'environ 45 de taxes d'exportation, donc la marge du manufacturier venait d'être très, très affectée. Oui, il n'y avait plus de manœuvre à ce moment-là. Exactement. Donc, Fiat a décidé de construire une usine aux États-Unis et de faire un produit américain avec des pièces, dans le fond, italiennes. Oui, qui est un véhicule aussi plus haut de gamme. Tu sais, on peut le voir, beaucoup plus d'accessoires, beaucoup plus de brasses, des roues très massives comparativement, on le verra un petit peu plus tard, des autos de production comme Model T qui étaient faites pour sortir un petit peu des machines à saucisses versus Oui. ce véhicule-là qui était destiné à la clientèle plus haut de gamme. Oui. C'est un véhicule cossu, dans le fond. Exactement. Puis un gros 4 cylindres. Oui. Anthony, on va aller voir une voiture canadienne cette fois-ci, une Buick McLaughlin. Oui. C'est une voiture qui était produite à Oshawa, Ontario, 1910, qui n'a jamais été restaurée, Jamais. jamais été retouchée, sauf l'intérieur. Les cuirs, comme on peut voir, les autres sont plus récents, mais le toit que je laisse baisser, lui, est littéralement très fatigué. Mais mon intention est de la laisser exactement comme celle-ci. Elle est belle comme elle est. Oui, exactement. Ils disent être original une seule fois. Très facile de restaurer un véhicule, mais impossible de revenir en arrière. Non, après ça, c'est fait. Oui, exactement. C'est un véhicule mi-américain, mi-canadien, c'est ce que je comprends. La mécanique est une mécanique Buick, le châssis Buick, mais tout le reste est canadien. Oui, McLaughlin était un producteur de carrioles dans le passé, dans le fond, de H. Mais il était une coche au-dessus de Buick, bien sûr, par sa finition. Leur mouleur de brasse, leur degré de finition était... Tu ne comparais pas un Américain à un Canadien, même si c'était le même, on va dire, Buick, la McLaughlin était nettement au-dessus. Pour la finition, on peut comprendre un petit peu parce que les véhicules étaient vraiment produits au Canada, mais exportés dans tout le royaume. L'Angleterre en achetait, l'Inde en achetait, puis c'était une finition probablement à l'anglaise qu'ils faisaient Oui. pour exporter le plus possible. Fait que la voiture qu'on a ici, je comprends bien,
elle ne sera jamais restaurée parce qu'elle est belle comme ça. Oui, exactement. Puis elle a été achetée neuve ici au Québec en 1910. Puis elle a encore sa plaque d'origine qui appelait le dashboard plate, qui est sous le banc passager. Donc, pour moi, dans le fond, c'est un véhicule qui va... C'est un état de conservation qu'on appelle. Oui. Tu sais, dans des classes, on va dire dans des expositions, ici au Québec, on a moins ça, mais des classes de conservation, ça en est un bon exemple. Et la famille McLaughlin, il faut le dire aussi, était un gros industriel canadien. Il fabriquait jusqu'à 20 000 calèches par année. C'était énorme, exporté partout dans le Royaume-Uni. Oui. C'était vraiment une voiture qui se promenait un petit peu partout, Oui. grâce à sa finition principalement. On continue, Anthony? Je te suis. Oui. Oh! Ça me dit quelque chose. Oui, une classique, on va dire. Oui. C'est celle qui a révolutionné le monde de l'automobile par sa chaîne, on va dire, ici aux États-Unis, parce qu'on parlait plus tôt que Fiat était avant-gardiste. On parle de Ford comme étant eux qui ont inventé la chaîne de montage. Mais je crois que tu me faisais une part de quelque chose par rapport à Fiat. Effectivement, il semblerait que Fiat a produit aux États-Unis en chaîne de montage avant Ford. On parle de 1909, alors que Ford, c'est 1913. Ils auraient commencé la chaîne de montage au moins partiellement avant Ford, puis c'est très peu connu, ça. OK. Très, très peu connu. Ici, on a une Ford 1909 qui était le début, dans le fond, des modèles T, bien sûr. Puis les autos, dans le fond, 1908, 1909 et 1910 ont des particularités qui sont très spécifiques à eux, des pièces qui ne sont pas reproduites, qui sont de ces années-là. Un moteur qui était à valve ouverte et non à valve fermée par la suite. Et ça fait beaucoup d'upgrades. Ils sont partis, puis à toutes les années, même à mi-saison, ils changeaient des pièces pour s'améliorer. Ils l'amélioraient toujours. Jusqu'en 1913, ils l'ont pas mal standardisé à partir de là. Exactement ça. Oui, on était plus dans un standard. Ouais, on évoluait moins vite. On a ajouté le téméraire électrique, mais ça peut évoluer par la suite jusqu'au modèle A. Oui. Qui est arrivé par la suite. Oui. Écoute, on va prendre une petite pause, puis après ça, on va aller voir un autre petit bijou. Parfait. Qui t'appartient. Yes. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. Le soleil et les intempéries, la pluie, le vent, la neige ont des conséquences sur la durabilité d'une voiture. Le soleil, évidemment, peut faire terner la peinture, endommager l'intérieur de la voiture, les vinyles, les tissus, le cuir. Le gros soleil qui fait chauffer l'habitacle, ça a un impact sur la condition de ces tissus-là. La peinture aussi peut être abîmée, altérée avec les pluies acides, malheureusement, qu'on vit régulièrement. Avec une bonne protection, une bonne cire, des produits d'esthétique de qualité vont prévenir ces dommages-là à long terme. Alors que plusieurs marques prestigieuses de voitures comme Duesenberg, Pierce Arrow et Allbirds allaient tirer leur révérence après la Grande Dépression, Cadillac est devenu un joueur clé sur le marché des automobiles de luxe aux côtés de Packard et Lincoln. Les motorisations ont toujours été la force de Cadillac par rapport à la compétition et l'année 1934 ne fait pas exception à la règle puisque des V8, V12 et V16 faisaient partie du catalogue de la marque. Le modèle présenté est une Cadillac décapotable à 4 portières de série 355D, construite sur le plus petit châssis offert en 1934. Carrossée par Fisher, cette rare voiture était offerte à un prix de base de 2 695 $, alors que les modèles les plus dispendieux de la gamme Cadillac pouvaient voir leur prix dépasser les 9 000 $. Une fortune pour l'époque. Propulsée par un fiable V8 de 353 pouces cubes ou 5,8 litres de 120 chevaux, la voiture peut être conduite sur autoroute sans difficulté et ce, dans le plus grand des conforts. Well, my baby can't stand no fooling on my baby. Oh yeah, she can't stand no fooling on my baby. Well, my baby, she can't stand no fooling. When she's around, I keep it fooling on my baby. Les 15 et 16 juillet dernier, c'est sur le magnifique site du lieu historique national du Fort Chambly que se tenait la 30e édition du concours d'élégance de voitures anciennes du Québec. La saison 2023 fut ponctuée de journées de pluie qui sont venues bouleverser le calendrier des activités
tout comme celui de bien d'autres clubs de voitures anciennes. Conséquemment, toute la programmation du week-end a dû être concentrée le samedi. Mais malgré l'annulation des activités prévues pour le dimanche 16 juillet, cet événement phare a été couronné d'un grand succès, car pas moins de 3000 visiteurs sont venus admirer les quelques 350 voitures anciennes exposées sur les pelouses du Fort Chambly. Sous la présidence d'honneur de M. Benoît Charette, journaliste automobile et rédacteur en chef du livre L'Annuel de l'automobile, ce concours d'élégance fut aussi l'occasion de souligner le 70e anniversaire de la Chevrolet Corvette. D'ailleurs, des exemplaires de toutes les générations de cette voiture mythique ont été rassemblés pour le plus grand plaisir de tous et de toutes. Le jugement des voitures réparties dans 29 classes a été effectué par une équipe de juges chevronnés et les récipiendaires de trophées ont défilé joyeusement devant la scène principale en fin d'après-midi. L'organisation d'un événement de l'envergure du concours d'élégance de Fort Chambly représente un défi de taille année après année, car elle repose sur l'implication d'une importante équipe de bénévoles et de collaborateurs. Qu'il s'agisse de l'accueil des exposants et du public, de la gestion du positionnement des véhicules dans leurs classes respectives, de l'animation, de l'offre alimentaire ou de l'éventail de marchands, c'est avec le même dévouement que tous les intervenants sont fiers de prendre part à cet incontournable rendez-vous pour tous les amateurs de voitures anciennes ayant conservé leurs caractéristiques d'origine. Cet événement phare a été réservé aux véhicules de toutes les époques, ce qui d'ailleurs le distingue sur la scène québécoise des expositions de voitures anciennes. Les organisateurs travaillent déjà à la préparation de la prochaine édition du concours d'élégance de voitures anciennes du Québec, et ce, en considération de l'évolution du milieu de la voiture ancienne et des contraintes imposées par l'augmentation constante des coûts et de conditions météorologiques incertaines. À n'en pas douter, l'engagement d'offrir un événement de grande qualité aux exposants comme au public demeure au cœur des priorités des organisateurs. L'automne étant déjà bien installé, les amateurs et amatrices de voitures anciennes et d'intérêt spécial se tournent vers les publications spécialisées pour entretenir cette passion. Et c'est dans cette optique que le magazine de l'auto ancienne, disponible en version papier et en format électronique, continue d'être acheminé mensuellement à un nombre croissant d'abonnés. Vous êtes un ou une passionné de voitures anciennes? Visitez vaq.qc.ca pour toutes les informations sur le magazine et le club. Ce segment vous a été offert par les voitures anciennes du Québec. Anthony, on est dans une autre de tes voitures de collection. On est dans quelle voiture présentement? On est dans une Réo 1907, 2 cylindres, Touring. Touring. Oui. C'est une voiture américaine, bien sûr. Oui. Bon, c'est une voiture qu'on a eu le plaisir de rouler. Oui. Vraiment agréable comme voiture. On a l'impression d'aller à 100 000 à l'heure alors qu'on va à 40, 35 000 à l'heure maximum. Vraiment agréable sur la route. C'est vraiment un autre feeling. Au niveau de la conduite maintenant, il y a le Ford Model T qu'on appelait le Ford à pédale. Oui. Lui, il est un peu sur le même principe, mais de façon différente. Oui, exactement ça. Dans le fond, on a un principe très similaire. On reste à l'avance, dans le fond, l'avance de feu qui est au volant, même principe que le Model T. La différence, le Model T, ton gaz est au volant aussi, tandis que lui, il est au pédale au sol. Ensuite, au milieu, on a notre reculon, qui est comme le Model T. Puis à gauche complètement, qui est notre frein. Tandis que le Model T, c'est ton gaz. OK. Ensuite, à ma main droite, ici, dans le fond, j'ai ma petite vitesse pour me donner mon élan quand que je tire vers moi. Puis une fois qu'on a pris notre élan, on pousse notre levier en bas, puis on engage notre grande vitesse. Pour terminer, à mon pied droit, j'ai mon frein à main que je relâche avec un bouton au plancher. OK.
pour le désactiver. Il y a comme une dernière pédale à gauche toute. C'est, à quoi elle sert? On appelle ça un exhaust horn. Fait que quand tu pèses là-dessus, c'est comme un bypass de ton exhaust pour faire un peu comme un criard d'échappement. Un criard d'échappement accessoire. Ah oui? Oui. Pas fou comme idée, par exemple. Oui. Il y a ça aussi qui est assez particulier. Puis les voitures de l'époque avaient tout ça. Oui, on avait l'éclairage, mais lorsqu'on arrivait à la maison, on pouvait se servir de la lanterne pour aller prendre un chemin ou se rendre à la maison lorsqu'il faisait noir. On pouvait en se servir. Exactement. On revenait de la maison, on revenait dans l'automobile, puis on repositionnait tout simplement la lanterne là, puis on partait. Oui. C'était nos lanternes à l'huile, puis à l'avant, dans le fond, nos lumières sont à l'acétylène, alimentées par un générateur de carbure, dans le fond, qui est au marchepied. Super. Anthony, je te remercie infiniment. Tu nous as fait découvrir ton musée, ta collection. Merci de l'avoir partagé avec des gens. Super apprécié. Ça fait plaisir. Puis je te souhaite encore beaucoup, beaucoup de nouvelles voitures pour enrichir ta collection, garder tes objectifs de voitures canadiennes. Je trouve ça vraiment fabuleux. Merci de votre présence. C'était merveilleux. Ça fait plaisir. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par UniPlus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. On finit ça là-dessus. Alors, c'était Éric Fortier et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion et Hagerty.